Alors, en 1999, il y a eu ce rapport. Un rapport publié en France par un groupe non officiel, mais composé de très hauts responsables de la défense et de scientifiques. Franchement, ça aurait dû faire la une partout dans le monde. On va donc se pencher aujourd'hui sur ce document qui est assez peu connu mais vraiment capital. Il s'appelle le rapport Cometa et il traite des ovnis sous l'angle de la défense nationale. Et attention, hein, on ne parle pas d'un petit pamphlet ou d'un simple article de magazine, non, non, c'est une étude vraiment très approfondie, près de 90 pages, ça a pris plusieurs années à compiler, et le but, c'était d'examiner la question des ovnis, mais sous un angle très, très sérieux, celui de la défense nationale française. Et c'est ça qui est crucial. Ce qui donne tout son poids, toute sa crédibilité à ce rapport, ce sont ses auteurs. On n'a pas affaire à quelques passionnés dans leur coin, non. Là, on parle de l'élite de l'armée et de la science en France. Et ça, forcément, ça change absolument tout quand on regarde leurs conclusions. Bon, alors, rentrons un peu dans le détail. Pour vraiment saisir l'importance de ce rapport, la première chose à faire, c'est de regarder qui l'a écrit. C'est simple, la crédibilité des membres de ce comité, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette affaire. Cette phrase, elle vient tout droit de l'avant-propos, et elle donne le ton d'entrée de jeu. En gros, ce qui se dit, c'est qu'ils ne partent avec aucune idée préconçue. Leur approche, c'était on va examiner les faits, les preuves solides, les témoignages crédibles, et on verra bien où ça nous mène. Aucune hypothèse n'était écartée au départ. Et quand on regarde la composition du comité, on comprend mieux. On y trouve un général de l'armée de l'air, un amiral, un haut responsable du contre-espionnage français, la DST, et même des directeurs de recherche de l'ONERA, le top de la recherche aérospatiale. C'est du lourd. Ces gens-là, leur métier, pendant des décennies, ça a été d'évaluer des menaces, d'analyser des technologies de pointe. Le simple fait qu'ils se soient penchés sur la question, ça donne un poids énorme à l'enquête. Maintenant, voyons un peu ce qu'ils ont examiné concrètement. Quelles preuves? Eh bien, le comité s'est concentré sur les cas les plus solides, en particulier les rencontres apportées par des observateurs qu'on peut qualifier de professionnels, des gens entraînés dont le témoignage est particulièrement fiable. Je pense bien sûr aux pilotes de chasse, aux pilotes de ligne. Prenons un exemple français qui est juste fascinant. On est en 1977. Un pilote de Mirage V4, un bombardier stratégique, le fleuron de la technologie de l'époque, observe un objet. Et cet objet fait une manœuvre, mais une manœuvre impossible. Une vitesse, une agilité qui défie tout ce qu'on connaît. Il y a littéralement semé l'avion de chasse. Et le pilote et son navigateur, ils étaient formels sur ce qu'ils ont vu. Mais l'analyse ne s'est pas arrêtée au témoignage visuel. Loin de là. Regardez ce cas en 1956, au-dessus d'une base au Royaume-Uni, Lacanite. Là, ce sont les opérateurs radars au sol qui ont suivi des échos. Des objets qui se déplaçaient à des vitesses folles, on parle de plus de 6000 km/h. Un avion a même décollé pour tenter une interception. Là, on change de dimension. Ce sont plus seulement des yeux qui voient, ce sont des machines qui mesurent, ce sont des données. Et puis, il y a ce cas, peut-être encore plus troublant. Téhéran, 1976. Deux chasseurs F-4 iraniens sont envoyés pour intercepter un ovni. Et au moment où ils s'approchent, eh bien, leurs instruments, leur communication, leur système d'âme, tout tombe en panne. Tout. Ça suggère une interaction physique, un effet électromagnétique direct sur des avions militaires ultra sophistiqués. Alors le comité a vite compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas juste un truc français, pas du tout. En regardant des cas partout dans le monde, un schéma est apparu. Un schéma mondial de rencontres, avec des caractéristiques très similaires et toujours inexplicables. Des confirmations radar, des interférences électroniques, des vols silencieux, des manœuvres qui défient nos lois de la physique. Ok, alors face à toutes ces données, comment est-ce qu'ils ont procédé? Leur méthode a été hyper rigoureuse, c'est important de le souligner. Avant même de penser à des trucs extraordinaires, ils ont fait un travail de fourmi pour essayer de trouver des explications ordinaires. Ils ont passé en revue systématiquement toutes les possibilités connues. Ils ont donc regardé toutes les pistes. Est-ce que ça pourrait être des appareils secrets de fabrication humaine, des phénomènes météo un peu bizarres, des erreurs de perception des témoins, des phénomènes atmosphériques rares? Pour la majorité des cas, oui, on trouve une explication. Mais pour un petit noyau dur de cas, les plus solides, eh bien non. Aucune de ces explications classiques ne collait avec les faits. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Une fois qu'on a tout filtré, tout est éliminé, il reste une poignée de cas. Et ces cas-là, ils ont tous des caractéristiques de vol qui sont tout simplement impossibles selon notre physique et notre technologie. Des vitesses folles, des accélérations instantanées, des virages à angle droit, bref, des choses qu'aucun appareil connu ne peut faire. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion du rapport. Et là, on entre dans la partie, disons, la plus audacieuse, la plus controversée. Parce qu'une fois qu'ils ont analysé toutes les données,
Éliminer toutes les explications rationnelles connues, le comité s'est retrouvé face à un véritable mur, un mystère. La question est donc simple, au final. Quand on a éliminé tout ce qui est logique, tout ce qui est connu, tout ce qui est conventionnel, que reste-t-il sur la table pour expliquer ces observations? Eh bien voilà leur réponse, mot pour mot. Et il faut bien mesurer le poids de cette phrase venant d'un tel groupe de personnes. C'est une déclaration absolument stupéfiante. Attention, ils ne disent pas c'est la vérité absolue. Ils la présentent comme l'hypothèse la plus logique, la plus plausible, une fois que tout le reste a été écarté. Mais le rapport ne s'arrête pas là, sur ce constat. Ce n'était pas juste un exercice intellectuel, non. Le rapport Cometa, c'était surtout un appel à l'action, avec des recommandations très, très concrètes pour le gouvernement français. En fait, ils ont carrément proposé un plan d'action. Première étape, informer les dirigeants au plus haut niveau. Deuxième étape, donner plus de moyens aux organismes qui enquêtent déjà sur le sujet. Troisième étape, et c'est très important, créer une cellule de réflexion stratégique. Et enfin, le point crucial pour eux, pousser pour une coopération internationale, en particulier avec les États-Unis, sur ce qu'ils appellent une question capitale. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rapport Cometa a fait basculer le sujet. On est sorti du domaine de la simple curiosité, du folklore, pour le placer là où il aurait dû être depuis longtemps, dans le champ de la défense, de la stratégie nationale. Pour ces généraux, ces scientifiques, la question n'était plus « sommes-nous seuls ?», mais bien « à quoi doit-on se préparer ?» Ça change tout. Et ça nous laisse sur une interrogation assez folle quand on y pense. Ce rapport, avec ses conclusions explosives et ses auteurs ultra crédibles, il date de 1999. Alors, comment ça se fait qu'il ait fallu attendre plus de 20 ans pour que le reste du monde, et notamment les États-Unis, commence enfin à prendre cette question au sérieux? C'est une excellente question qui laisse songer.